bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension. On va commencer la semaine donc avec la partie macro. Alors la partie macro, ça n'a pas tellement changé. La semaine dernière encore les demandes d'allocation chômage aux États-Unis qui sont ressorties avec 2,5 millions de nouvelles demandes. On a rajouté 10 millions comme ça à la louche. 10 millions de personnes malheureusement qui font partie des entrepreneurs indépendants, des personnes qui travaillent de manière indépendante sans être forcément salariés, qui ont été ajoutées aux statistiques, ce qui nous fait quand même 45 millions de personnes. Salut Philippe, 45 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage aux États-Unis, de personnes qui se sont retrouvées au chômage depuis le début de la crise. Salut Basile. Après, concernant après les perspectives macroéconomiques, économiques, personne n'en sait rien, que ce soit les banquiers centraux, que ce soit nos dirigeants des différents États à droite et à gauche, que ce soit les économistes, c'est un peu du doigt mouillé, c'est un peu au bon, comment dire, à la conviction à droite et à gauche. Donc, bien évidemment, il y a toujours le camp des optimistes en se disant les banques centrales sont là, injectent des milliards, des milliards, des milliards, ça ne fait que tirer le marché vers le haut, ce qui n'est pas faux, ce qui est même vrai d'ailleurs. Et d'un autre côté, ceux qui se disent bah, les milliards c'est bien, ça permet d'anesthésier la situation, mais ça soigne pas. Ce qui est vrai aussi. Faudra voir après les conséquences qu'on en tire dans les. Alors c'est même pas dans les mois à venir, c'est plutôt dans les années à venir. Donc on n'est pas là anticipé à des années à venir de faire des thèses macroéconomiques, mais simplement pour poser un petit peu le contexte. Du coup, ça nous donne globalement à peu près partout d'ailleurs des ranges. Comme je le disais en introduction avant le début de ce live, c'est que il y a certains indices qui montent plus que d'autres, parce que je vous rappelle encore une fois que les indices sont composés d'actions. Les actions déjà ne sont pas les mêmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en France. Ces indices même, par exemple sur le Nasdaq, vous avez 40% de GAFAM. Les GAFAM, je ne vais pas dire qu'ils profitent de la crise, parce que ce serait un peu, comment dire, faut pas le dire comme ça, je pense, mais en tout cas qui ne subissent pas les inconvénients de la crise. Je pense par exemple à Amazon et d'autres, comme vous le savez pourquoi. Et vous avez également le calcul de ces indices ne se font pas de la même manière. Sur le CAC, c'est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre de titres fois le cours. Donc en fonction de la valorisation des boîtes aux États-Unis, notamment sur le Dow Jones par exemple, c'est uniquement en fonction du cours de l'action. Voilà. Ils s'en tapent de savoir de la valorisation. Ils partent du principe que celles qui cotent le plus cher sont celles qui représentent le plus l'indice. Voilà. Bon, après, qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Le CAC n'inclut pas les dividendes, c'est-à-dire on extrait les dividendes du calcul de l'indice, comparé au DAX qui lui inclut les dividendes. Donc bien évidemment, pour comparer le DAX et le CAC, il faut prendre plutôt le CAC GR qui réinvestit les dividendes, alors que le DAX réinvestit déjà les dividendes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, petite parenthèse. Donc du coup, on a des indices qui sont, on va dire, en hausse larvée de manière générale. Encore une fois, si vous regardez le CAC, qui est dans un range absolument complet depuis 2 mois, vous regardez par exemple également l'IBEX, donc l'indice espagnol, je vous le montre ici. C'est exactement la même chose que sur le CAC. Vous voyez, l'IBEX est en range complet depuis également 2 mois quasiment. On est sur une zone mensuelle, c'est pour ça que vous avez une grosse zone là en vert. Je vous fais une petite parenthèse rapide, mais c'est pour ça, encore une fois, je fais encore une parenthèse. Je vais faire beaucoup de parenthèses aujourd'hui parce que je pense qu'on va plus tabler sur la pédagogie que d'anticiper que soit ça va monter, soit ça va baisser. Je vais quand même vous exposer bien évidemment mes plans de la semaine, mais c'est pas d'anticiper quoi que ce soit et j'ai pas de plus de boules de cristal que d'autres, mais c'est simplement vous exposer comment est-ce que je vais travailler cette semaine pour le moment en absence de visibilité. Ok? Sur l'IBEX, vous voyez que vous partez toujours sur des unités de temps longues parce que le marché, si vous faites de l'analyse graphique, chartiste, technique, vous partez du principe que le marché a une mémoire, le marché se souvient des zones qu'il a travaillées et si vous partez du coup sur des unités de temps long terme, le marché se souvient beaucoup plus bien évidemment des unités de temps long terme, voire très long terme, sur lequel
vous avez le plus de probabilité de réagir. Plus de probabilité de réagir, ça ne veut pas dire que ça va réagir 100% du temps, ça veut simplement dire que lorsque vous arrivez là, vous savez que votre timing d'intervention, notamment à la vente par exemple sur l'IBEX, je ne parle même pas du principe qu'il a beaucoup baissé depuis le début de la crise, je parle juste du principe que cette zone va faire réagir les cours. Et d'ailleurs, vous voyez, 97, donc 1997, 2003, 2012, et vous voyez qu'on est en train de réagir dessus. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez une grosse zone lorsque je suis ici en daily. Vous voyez qu'il y a une grosse zone ici. Donc vous avez des bandes de Bollinger qui sont plates, ce qui montre que la volatilité, finalement, les extrêmes, finalement, sont à chaque fois bien déterminés. Et à chaque fois, on a des réactions en haut et en bas. Et vous voyez qu'on est dans des ranges complets. Alors que sur d'autres indices, par exemple sur le Nasdaq, là oui, on peut dire qu'on est en hausse larvée, mais hausse tout de même sur des records historiques. Ok? Et lorsque vous vendez par exemple le Nasdaq, d'accord? Encore une petite parenthèse, j'espère que ça vous conviendra. Je vous parle de beaucoup de choses en même temps, mais comme ça vous donnera peut-être de la matière à travailler et à réfléchir. Vous prenez par exemple le Nasdaq, vous le mettez ici en inversé. Je l'ai mis ici en inversé par exemple, d'accord? Alors vous prenez le cash ou le, peu importe, hein, là je suis sur celui de FXM, mais après vous prenez n'importe lequel. Vous mettez sur des unités de temps, par exemple long terme, et vous dites, tiens, est-ce que ça me donne envie d'acheter? Voilà, ok. Donc vous voyez quelle est la tendance, vous prenez du recul, et là à ce moment-là, vous dites, ok, je vais chercher à vendre, ça veut dire que là, vous cherchez à acheter, à acheter, à acheter, alors que vous êtes dans une tendance quand même très très fortement baissière. D'accord? Ça, c'est ce qui vous permet de prendre du recul lorsqu'on est un peu perdu. Je le fais souvent, je le fais de temps en temps, une, deux fois par semaine. Ce qui me permet, notamment lorsqu'on est en range, peut-être de temps en temps de détecter des choses que j'aurais pas forcément détectées parce que tous les jours vous êtes sur les mêmes graphiques et finalement vous les connaissez par cœur. Ok? Donc on a une hausse larvée avec des élèves modèles type Nasdaq qui contient bien évidemment des valeurs techno, le Nikkei dont la Bosch rachète des ETF d'action directement et a priori on a une reprise de l'activité là-bas. Donc du coup, ça tend à l'optimisme. Et vous voyez d'ailleurs le Nikkei, si on se place ici en daily, comme je le disais tout à l'heure en introduction, loi d'eau, on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. D'accord? Ce qui nous donne derrière une tendance haussière. Attention donc à ne pas vendre les indices qui montent le plus haut en partant du principe que plus ils montent et plus il y a de chances qu'ils baissent. Et vice-versa. C'est pas parce qu'ils baissent le plus qu'ils ont plus de chances de remonter derrière. Et je pense notamment par exemple au CAC 40. Voilà, c'est pas parce qu'il remonte pas qu'il a plus de chances derrière à rattraper le retard par rapport à ses copains que l'inverse. Euh, donc on a finalement pas de signaux baissiers clairs, notamment pour le moment, en tout cas sur les unités de temps sur lesquelles moi je travaille, c'est-à-dire en intra-swing. C'est un mélange d'intraday et de swing. Pourquoi pas faire que du swing tout simplement parce qu'en ce moment, faire du swing, je vais pas dire que c'est compliqué, je vais même dire qu'il n'y a aucun signal clair pour le moment. Donc intraday, c'est un mix entre les deux sur des unités de temps plutôt, on va dire H2, H4, d'accord, plutôt sur du H2 ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de souplesse, notamment concernant les timings d'intervention. Donc pour le moment, si on se place sur des unités de temps horaires, et je me mets ici par exemple en H2, voilà, sur le DAX, on est en train de travailler une grosse zone de résistance ici, ok, et vous voyez que pour le moment, eh ben, on n'a pas de signal baissier franc plus que ça. Donc en intra-swing, soit eh ben, on cède, ce que j'allais dire un peu au FOMO, c'est-à-dire en gros on a peur de louper un mouvement et du coup on achète un petit peu n'importe où, n'importe comment. Soit on a quand même une relative patience. Patience pourquoi? Pour attendre un repli, le repli qui nous permettrait tout simplement de nous placer dans le sens de la tendance pour le moment qui est clairement haussière en horaire, haussière depuis allez, la fin du mois de mars à la louche, d'accord? On a formé un premier plateau ici, hop, un premier range, on en est sorti par le haut. Là, on fait un range de 2 mois. On est en train de travailler un petit peu par le haut. J'étais particulièrement baissier et je ne cherchais que des ventes, comme vous le savez, depuis quelques semaines sur les niveaux de résistance. Alors là, je prends le DAX, mais je pourrais prendre le CAC ou d'autres. Ça marche également sur le Dow Jones. Pourquoi? Parce qu'on avait retracé 50% de ce gros mouvement baissier qu'on avait formé ici. D'accord? 50%, ça nous donne à peu près cette zone. La zone qu'on a travaillé 10 008, 11 000. D'accord? Sur le DAX. Et finalement,
ce qu'on a eu en début de semaine dernière. Début de semaine dernière, on a eu cette grosse impulsion haussière ici de cette bougie-là. Je ne sais pas si vous la voyez sur mon écran. Vous la voyez ici. Un gros gap, un gros flux acheteur, un gros flux haussier. Alors, volume, pas volume, peu importe, ça monte. D'accord? Flux acheteur après un gros gap et une grosse impulsion haussière, ce qui nous a derrière entraîné une invalidation des plans de vente sur les résistances et plutôt recherche d'achat sur repli sur des signaux horaires. Voilà, voilà le pourquoi du comment. Alors après, le but c'est pas de se dire oui mais la macro de toute façon ça va s'effondrer, l'économie va s'effondrer, etc. Le marché me donne ces éléments techniques là. Il faut essayer maintenant de jongler avec. Ok? Voilà, comme ça vous connaissez un petit peu le principe de, comment dire, du début à la fin, le raisonnement global, ce qui vous permet de comprendre un petit peu la situation. Pardon, j'avais pas vu votre chat. Salut Alex, salut Sabri. Salut Alex, c'est 14h30 tous les jours. Non Alex, c'est une fois par semaine le lundi 14h30. Salut Pascal. Euh, Et merci à Dom d'avoir répondu. Salut Mathias. Voilà. Euh, donc finalement, le flux précédent reste intact. D'accord? Donc c'est ce fameux flux là dont je vous parlais. Ce flux ici sur le, par exemple sur le DAX, sur les autres indices, c'est exactement la même chose, sauf sur le CAC qui est une limace complète. Pour le moment, tout le monde a raison. On est dans un range daily. Pour la semaine passée, je privilégie plutôt des jassages sur signaux horaires. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt sur repli, notamment en horaire, parce que moi, ça me fait un peu peur d'acheter comme ça les accélérations sur résistance daily très très fortes. Donc, je préfère pour le moment me tenir un petit peu à l'écart. Je parle toujours en intra-swing, je ne parle pas en intraday pur, je ne parle pas en scalping, etc., etc. Idéalement, idéalement, je dis bien idéalement, je vais attendre un repli sur des niveaux horaires, ce qui me permettra de prendre en place le plan. D'accord? Mon plan, c'est de chercher plutôt des achats sur des signaux haussiers horaires. D'accord? Donc, je vais chercher et travailler éventuellement des niveaux horizontaux qui me permettent de me dire on tient une zone, j'ai un timing d'intervention pas trop dégueulasse, j'attends une réaction au contact de cette zone, et une fois que j'ai une réaction au contact de cette zone, je prends derrière le train en marche. D'accord? Parce que le problème qu'on a si on achète ici, notamment en swing, je vais vous le montrer ici. D'accord? On peut hein, tout à fait se dire, tiens, ça monte, j'achète, etc. Pas de problème. Sauf que votre niveau d'invalidation, il va être en dessous de cette latéralisation qu'on a eue. D'accord? Vers les 10 009, 10 000, 10 000, 10 900 points. OK? Ce qui derrière va nous donner finalement un potentiel. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un objectif à peu près autour des 12 000, 12 002 pour qu'on ait un ratio potentiel sur risque, d'accord? Le fameux risk-reward, qui soit intéressant. Ok? Donc moi, pour le moment, plutôt que de céder comme ça à la panique acheteuse, à se dire, tiens, il faut que je prenne le train en marche, etc., je préfère prendre un petit peu de recul, attendre des zones d'intervention. Zone d'intervention sur le DAX, ce qui va être intéressant pour moi, ça sera autour des 11 000. Ok? Cette zone que je viens de vous tracer ici. Ça sera à peu près le bas du range et ça va être la MM50. Si jamais on continue à progresser comme ça, je vais bien évidemment rehausser ma zone d'intervention. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est un, je prends du recul sur des unités de temps hebdomadaires. Ok, pas de nouveauté sur le plan hebdomadaire. Daily nouveauté, on était dans un range, on est en train d'en sortir par le haut. On a fait une grosse impulsion. J'invalide mon plan baissier. Je ne cherche plus des shorts, mais je ne cherche que des achats. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de la bougie impulsive qu'on a réalisée et tant qu'on ne repasse pas en dessous d'un retracement de 50% entre le point haut et le point bas depuis qu'on est parti et qu'on a fait cette impulsion haussière, ce qui nous donne à peu près du coup les 10 700, 10 000, ouais, 10 700 points sur le DAX. D'accord? Vous voyez, ça correspond du coup au bas de la bougie impulsive qu'on a réalisée, au gap qu'on a réalisé. Donc tant qu'on ne repasse pas pour moi en dessous des 10 700, il n'y a pas d'alerte baissière en swing. Je parle en swing. Ok? D'accord? Donc c'est pour ça que c'est peut-être préférable de chercher des achats, notamment en intra-swing et d'essayer d'attraper le mouvement ascendant qu'on est en train de réaliser. Ok jusque-là? Rien n'empêche, bien évidemment, après, si vous faites de l'intraday sur des petits signaux, sur des petites unités de temps, se placer, voilà, je parle pas sur des unités de temps très courtes, je parle que de l'horaire et du daily.
Ok? Ensuite, donc c'est contre bien évidemment la macroéconomie qui est toujours catastrophique. Tout le monde est en train de se remettre un petit peu à travailler. On a autant de chômage. Le chômage ne va pas se résorber comme ça du jour au lendemain. On a les banques centrales qui soutiennent. Ça, vous avez normalement toutes les infos. Le sens technique, c'est celui-là. Voilà. Donc je cède entre guillemets au sens technique parce que je vous rappelle, petite citation, que le marché peut avoir tort, d'accord? En tout cas, il aura tort bien plus longtemps que ce que vous n'êtes solvable. C'est-à-dire que si vous partez du principe que le marché a tort et que vous passez en place non-stop, sans forcément de signaux, de machin, etc., vous risquez de vous faire avoir et de vous faire traîner plus longtemps, de vous faire en tout cas traîner moins longtemps que ce que le marché a tort. C'est-à-dire que le marché peut continuer comme ça, comme ça, comme ça, et puis au moment où vous allez vous faire stopper, vous allez être en appel de marge, parce que vous utilisez de l'effet de levier ou vous ne mettez pas de stop, et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le marché dégueulera. Ok. Euh, donc invalidation, vous l'avez. Zone d'achat, vous l'avez notamment en intraday. On fera après le tour de certains actifs. Euh, le forex, pour le moment, c'est relativement mort. Je vais vous expliquer ma position que j'ai prise tout à l'heure sur l'eurodoll à l'achat et le pourquoi du comment. Et je relancerai prochainement. Alors, je vous garantis rien, mais voilà, je vous fais un petit aveu, dans la mesure où on est sur des indices sur beaucoup d'entre eux, notamment dans des ranges, je pense que ça va être le timing de travailler des actions dans une logique de stock picking, c'est-à-dire sélectionner des actions bien précises, sans forcément des bêta forts, ce que j'appelle des bêta forts notamment qui sont corrélés au marché, et des actions qui vivent leur vie sans forcément se soucier de ce qui se passe sur les indices. Parce que si on continue comme ça sur les indices à faire au bas, au bas, au bas, au bas, on va, au-delà de s'ennuyer, c'est qu'il y a des opportunités ailleurs qu'on ne saisit pas alors qu'on essaye de se focaliser et d'anticiper quoi que ce soit. Voilà, moi je suis incapable pour le moment de vous dire sur le CAC en haut, en bas. Alors certains vous diront oui, mais j'attends la cassure. D'accord, la cassure c'est où, c'est à quel moment, c'est quand, etc. etc. Ok? Voilà. Donc, les actions, on recommencera, je vous recommencerai à vous en parler de quelques-unes que j'aurai sélectionnées. Peut-être ça vous permettra de voir un petit peu ailleurs le temps que les indices, la situation sur les indices se décante. D'accord? La priorité et le message du jour, pour moi, le plus important, ça va être celui que je vais vous dire, c'est celui-ci, c'est ne pas voir ce que l'on veut, mais ce que l'on voit. D'accord? Ne pas voir ce que l'on veut, mais ce que l'on voit. C'est-à-dire que si vous êtes ultra baissier, ce que je peux comprendre, et c'est tout à fait justifié, les baissiers et les haussiers, les deux camps ont raison, et les deux camps ont tort. C'est de pas chercher à se dire, à retourner les trucs en se disant oui, mais ça va baisser parce qu'il y a ci, il y a ça, donc machin, etc. À l'inverse, de se dire oui, c'est haussier parce que du coup, je suis avec les banques centrales, peu importe l'économie, la macroéconomie, etc. Ce qui compte, c'est les injections de liquidités. J'achète n'importe où, n'importe quand, ça ne baissera plus jamais. Je pense que lorsqu'on ne sait pas, je pense que c'est humble de se dire que bah, je vais attendre d'y voir un peu plus clair, un, et deux, de faire pourquoi pas du stock picking ailleurs. C'est pour ça que je vais essayer, je vais travailler avec vous si ça vous va, si ça vous convient, si ça vous intéresse. Peut-être d'autres actions. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut changer de marché là maintenant tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les indices ou le forex. Ça veut simplement dire qu'il y a des périodes qui sont moins propices que d'autres. En ce moment, faire de l'intra-swing, notamment sur les indices, c'est pas très propice. D'un côté, j'ai pas envie d'acheter comme ça n'importe comment, n'importe quoi, avec n'importe quel timing d'intervention, juste par frustration d'avoir loupé un mouvement ou par frustration de ne pas avoir tradé. Quand je vois des choses, je vous le dis. Quand je vois des plans très clairs, je vous le dis. Là, en ce moment, le plan est clair. Je privilégie les achats en intra-swing sur des zones clés. La zone clé, c'est autour des 11 000 sur le DAX. On est à 11 350. Donc j'ai 350 points de baisse à voir. Est-ce qu'il faut vendre pour viser 350 baisse? Pourquoi pas? Mais tant que j'ai pas de signal, notamment baissier en H2, voire en H4 sur les indices, est-ce que là j'ai des signaux baissiers en H2, en H4? Non.
Pas pour le moment. Ok? Euh, bon, cette semaine, on n'a pas beaucoup de publications macroéconomiques. De toute façon, la publication macroéconomique, on s'en fiche un peu depuis quand même pas mal de temps. Je vous ai donné globalement ma vision des choses sur les indices. Je vous rappelle, les indices plutôt à privilégier les achats, c'est les plus forts, Nasdaq, Nikkei. Privilégier les ventes plutôt sur les indices les plus faibles. Ça peut être par exemple l'IBEX, même si on ne le connaît pas, si vous avez un risque par trade, un risque, vous prenez pardon, un risque en pourcentage de votre capital par trade, vous mesurez votre risque. Donc il n'y a pas besoin de se dire oui, mais du coup, effet de levier fort. Après, c'est sûr que si on a un compte à 200 euros, ça va être compliqué de trader des vrais, comment dire, des vrais montants et avoir un vrai money management. Là, c'est sûr que ça va être un petit peu plus délicat. Mais si vous avez un vrai capital, rien n'empêche d'essayer de voir ailleurs et au contraire de privilégier une logique globale et une logique de trading, une logique d'investissement qui correspond à ce que vous voyez, d'accord, et pas faire en fonction de tout ça. Concernant maintenant le forex. Le forex, il y a une chose que je surveille. J'en avais déjà parlé, je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière. J'en reparle cette semaine parce que je suis passé à l'achat sur l'euro-dollar. Pourquoi je suis passé à l'achat sur l'euro-dollar alors que j'étais baissier, je ne cherchais que des ventes depuis des semaines et même des mois. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette grosse impulsion haussière ici. J'étais vendeur là-haut, j'étais revendeur à 1,0857 vers là, vers ces deux mèches. 1,0820, j'ai sorti toutes mes ventes. Ok? J'ai attendu, il y a eu une grosse impulsion haussière. Je suis ici en tendance neutre en daily. Ma tendance neutre en daily peut se transformer en tendance haussière si bien évidemment, et vous l'avez très probablement vu ici, cette grosse zone de résistance, si on passe au-dessus de cette zone des indices, là je passerai en tendance haussière de manière objective. C'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je veux, c'est ce que je vois. D'accord? J'ai une grosse impulsion haussière ici. Je me mets ensuite en données de temps H4, H2. J'attends un repli. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train, ce que je vous ai dit précédemment sur les indices. Alors, à la différence près, c'est que sur l'euro-dollar, on a en daily plutôt une tendance, enfin, c'est même pas en daily, c'est en weekly, pardon. On a plutôt une tendance, on va dire, baissière. Et encore, alors attendez, je vais regarder. En weekly, on a plutôt une tendance baissière qui est sous la MM50 ici, alors que sur les indices, on est plutôt en tendance haussière. Mais si on se place uniquement en daily en H4, c'est exactement le même principe que j'attends notamment sur les indices. Impulsion haussière sur des unités de temps H4, zone de résistance en daily, et j'attends un pullback, j'attends qu'on réagisse sur 50% à peu près du mouvement. Tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de ce mouvement, eh ben, pardon, je mets à chaque fois à l'envers. Hop, 50% de retracement du mouvement ascendant que j'ai depuis l'impulsion des 1,07 ici. Vous avez vu que les 1,07, 1,08, c'est une grosse zone de support, hein. C'est pas, ça sort pas du chapeau. Donc c'est la grosse zone ici de support qu'on a depuis quelques semaines et même quelques mois. On retrace 50% de ce mouvement. Je reste dans cette impulsion haussière. Je réalise ce qu'on appelle une mèche H4 sous la MM50 H4. Ok. J'ai une petite impulsion haussière. J'achète ici, je mets mon stop juste sous les plus bas. Je privilégie par conséquent cette impulsion haussière ici. D'accord? Il faudra après, bien évidemment, qu'on casse la haut, nanana, etc., etc. Vous connaissez de toute façon le cheminement et ses notions de résistance et de support. Mais je prends le flux en place et je mets mon stop juste en dessous des 1,0860 à peu près, 1,0870. Ok? Voilà le pourquoi du comment de manière assez simple et de manière assez synthétique et j'espère de manière assez pédagogique. Voilà. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Après sur le pétrole, il se passe pas grand-chose. Euh, Sur le gold, il se passe pas grand-chose pour le moment. Ok, on a une grosse zone. Alors sur le gold, on a une grosse zone. Alors vous avez vu, j'ai fait une espèce de truc incurvé, on dirait un Bitcoin. Euh, Ici en weekly, vous voyez, là, cette grosse zone de résistance qu'on a à 1780, 1790. J'attends, vous le savez, ça fait plusieurs jours et même plusieurs semaines
que j'attends un gros repli sur le gold pour acheter. Donc ma zone idéale, c'est 1700, 1680. MM50 daily, bande de Bollinger inférieure en daily qui est plate, support clairement identifié ici. Vous voyez? Voilà. Pour moi, c'est ma zone d'achat idéale. J'attends que le gold revienne ici et une fois que j'ai un signal haussier daily assez franc, je paye là. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair, cohérent? Dites-moi si vous avez des questions, c'est le moment, on a 5 minutes. Ouais, alors le pétrole, moi je comprends pas plus que ça cette remontée. Par rapport à la macro, c'est une très bonne question, Lucas. Moi, clairement, je ne le paye pas là, ça c'est évident. Je pense que le vendre, c'est bien, d'accord? J'attends un peu plus de signaux vendeurs pour me le faire vendre. Parce que, on regarde de manière assez objective, on a des phases de conso latérales comme ça. Euh, Fondamentalement, moi j'aime pas shorter le pétrole fondamentalement parce que vous avez plus de risques qu'il y ait des interventions. Alors malgré d'ailleurs le fait que le prix du baril, vous savez, sur les échéances du mois de mai sur le WTI est ressorti négatif. Après, il est ressorti négatif, mais pas pour tout le monde, hein. Vous savez que les brokers, notamment les brokers CFD, etc., vous pouviez pas le vendre, il y avait pas de volume, il n'y avait pas de liquidité pour pouvoir shorter le pétrole à 10 dollars et le racheter à moins 40 dollars. Donc on était déjà beaucoup, enfin 99% avaient déjà basculé sur l'échéance du mois de juin. Bref, parenthèse fermée. Je vais vous expliquer aussi les éléments un peu techniques, parce qu'il y a la théorie, mais il y a aussi la réalité, hein. Donc, euh, donc moi, fondamentalement, et d'un point de vue macro, je suis pas apte, je suis pas vraiment. C'est comme vendre le gold à long terme. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Euh, Par contre, oui, à court terme, dans une stratégie intraday de trading vraiment très court terme, je pense que le pétrole va pas remonter. On va pas remonter à 60 dollars comme ça en ligne droite. On a des excès, on a des excès de stock, comme tu l'as dit. Les stocks sont full dans notre reprise de l'activité économique. Fondamentalement, pour moi, la reprise économique, elle va pas se faire du jour au lendemain. On va pas avoir un redémarrage comme ça, on va pas avoir une baisse du chômage de manière aussi rapide que ce que le chômage a augmenté, etc., etc. Ça semble évident. Malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui vont constater les dégâts au cours de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Il va y avoir des très grosses restructurations, pardon, dans beaucoup de secteurs d'activité, comme vous le savez, le secteur aérien, voire peut-être même le secteur bancaire. Ça va être la question au cours de ces prochains mois, parce que vous voyez les valeurs bancaires, notamment en Europe et plus particulièrement en France, elles sont au plus bas, alors certaines plus que d'autres. Mais cette montée du chômage, cette baisse économique, d'activité économique, va avoir des impacts sur les crédits, les prêts, etc. Ça risque d'avoir des impacts sur des banques si elles ne sont pas assez couvertes, si elles ont fait des conneries, voire même d'ailleurs dans une logique d'activité de trading, si jamais elles ont fait également des conneries, il peut se passer des choses sur le secteur bancaire. Donc il va y avoir déjà des grosses restructurations d'un point de vue économique et un gros nettoyage, notamment des sociétés qui est déjà, et il y en avait beaucoup, qui étaient déjà en difficulté au cours de ces derniers mois, avant même le début de la crise, qui là sont en train, voilà, bah là maintenant c'est plié pour beaucoup d'entre elles. Donc, d'un point de vue de reprise d'activité économique, c'est mon avis, hein, je suis pas optimiste du tout. Les marchés montent, bah, les marchés montent, faut faire avec. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas être acheteur, mais en tout cas, moi, la reprise économique, je vois pas le pétrole remonter à 60 dollars en ligne droite. Donc le vendre, oui, c'est le sens privilégié, logiquement. Après, attention, les cours du pétrole, ça peut aller très vite, ça va très vite, surtout si on n'a pas l'habitude de la notion d'effet de levier, etc., etc. Sur des signaux baissiers, oui, mais c'est très difficile. Pourquoi est-ce que c'est très difficile? Bah, parce que pour le moment, à chaque fois qu'il nous donne des accélérations baissières, ici je suis en H2, à chaque fois qu'on a des accélérations baissières, vous voyez que
finalement, bah, c'est des points bas. Donc, plutôt que d'essayer de trader ce qu'on veut, c'est-à-dire en gros que le pétrole retombe sur les 26, 25, j'en sais rien, ou sur les 30 dollars, oui, chercher des ventes, mais un petit peu de patience. Voilà, pour moi. C'est ma vision des choses, hein. Voilà. J'espère que j'ai essayé de répondre au mieux à ta question. Je ne sais pas si c'est ce que tu attends, ce que tu vois également, mais oui. D'ailleurs, ça c'est étonnant parce qu'il y a quelques semaines, ça débordait. Et là, alors que l'économie a pris, enfin l'économie, c'est même pas l'économie qui repart, c'est-à-dire qu'on retourne, les boîtes retournent à peine, les stocks sont pas épuisés du jour au lendemain. Donc il va y avoir un sacré temps d'adaptation jusqu'à ce que la situation revienne normale, sachant que certains, que ce soit d'ailleurs les banquiers centraux ou autres, ont estimé, même certaines boîtes, type Boeing, ont estimé que l'activité ne serait pas revenue à la normale dans la situation actuelle avec les données qu'on a actuellement avant fin 2021, au minimum. Et encore, ça me semble déjà assez audacieux de donner des chiffres parce que vous savez comme moi, au-delà du fait que les banquiers centraux n'en savent rien, comme l'a dit Powell, ils en savent pas plus que nous, hein. Euh, les boîtes, pour la majorité d'entre elles, ont annulé leur perspective, leur objectif de résultat sur l'année. Donc, ce qui montre que là, on est dans l'inconnu absolu. Voilà. Voilà. Le seule chose que j'ai vu, moi, c'est l'eurodoll. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est vraiment purement technique, hein. C'est pas, oui, moi je pense que la zone euro va éclater. Je pense que les injections de liquidité, machin. La macro, j'essaye, même si j'aime bien avoir une vision globale, j'essaye en ce moment le plus possible d'essayer comment dire, de faire abstraction de tous ces sentiments-là. Puisque de toute façon, vous savez très bien ce qui se passe en ce moment. Quand ça monte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on vous écrit, je les lis les articles, je les lis, je lis les mêmes que vous, hein. Ça monte parce que finalement, bah, ça y est, c'est déconfinement, reprise de l'activité, injection de liquidité. Voilà, c'est ces trois trucs. Quand ça baisse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ah bah reprise du conflit sino-américain, le Covid-19 inquiète et la situation des entreprises n'est pas bonne. Vous trouverez toujours des justifications a posteriori. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que ça vous aide dans votre trading au quotidien? Non. Donc après, il faut faire des choix. Moi, je fais le choix, et je vous répète, du coup, ça sera la conclusion. Acheter les zones de résistance sur les indices? Non. Acheter sur repli sur les signaux horaires pour prendre entre le train en marche? Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est le mouvement, parce que c'est ce que m'indique le marché pour le moment. L'eurodoll, j'ai eu le pullback, j'ai eu une impulsion. Je suis fondamentalement plutôt vendeur sur l'eurodoll, mais le marché m'indique le contraire. J'ai invalidé mon plan de vente depuis qu'on a pété les 1,0820, c'est-à-dire ici, c'était là. J'étais vendeur à 57 ici sur l'eurodoll. Là, je vous mets le truc ici. Ok? Vendeur ici. Premier objectif, bande de Bollinger opposé. J'ai mis un stop win. Je visais beaucoup plus bas. Je visais un 1,0. Je sais plus exactement quel objectif j'ai mis. Bon, bref, en dessous de cette zone-là. J'ai mis un stop win à 1,820. Je me fais stopper, grosse impulsion. Je prends du recul. Je me mets sur des unités temps long terme. Ok, je suis plutôt haussier, baissier. Non, je suis neutre. J'ai une grosse impulsion. Ok, est-ce que je vends là-haut? Eh ben non, parce que là, du coup, j'ai une grosse impulsion. Je suis au-dessus de ma MM50. J'ai ma bande de Bollinger qui est en train de s'écarter, etc., etc. Je retourne ma veste, comme sur les indices. Ok, j'attends un pullback. J'ai mon pullback. J'attends mon signal au sillage 4. J'ai mon 50% qui retrace. J'ai la mèche. Réintégration, impulsion. Je suis dans le sens du move. C'est parti. Je mets mon stop là en dessous. Après, je suis pas sûr à 100% que ça marche, bien évidemment. Sinon, pour être sûr à 100% que ça marche, je vous garantis le rendement du livret A. Ça, je suis sûr. Voilà. C'est la seule chose que je peux vous garantir. Et encore, c'est pas moi qui le garantis, c'est l'État. Et encore, il n'est pas sûr de le garantir parce que vous savez que le livret A, il faut le considérer par rapport à l'inflation.
Et si vous calculez le rendement avec l'inflation, finalement, vous êtes perdant. Alors, et je terminerai là-dessus, du coup, les paires en yens. Alors, je mets l'euro-yen, tu me permettras, Benjamin, question, que ce soit l'euro-yen ou que ce soit les paires en yens, je mets l'euro-yen dans le schéma euro-yen de yen global. Le yen est considéré comme une valeur refuge. C'est la seule valeur refuge qui tire la route, éventuellement un peu avec l'or, mais en gros, c'est la seule valeur refuge qui tire la route. Donc, dans la mesure où je suis plutôt acheteur, on va dire, d'indices sur repli en horaire, donc sur les actifs risqués, ok, je suis à nouveau plutôt vendeur de yens. D'accord? Donc, vendeur de yens, donc plutôt acheteur d'euros contre le yen sur des replis en données horaires. Voilà. Pourquoi? Parce que l'euro-yen, d'ailleurs, regarde, je me mets ici, même si oui, on est dans des tendances baissières très fortes, hein, ça je te l'accorde, 100% d'accord avec toi, sauf qu'on on peut pas ignorer l'impulsion haussière qu'on a mis depuis les points bas, une, deux jambes. On ne peut pas ignorer le fait qu'on ait une hausse de la volatilité historique, ce qui entraîne un écartement des bandes de Bollinger, notamment la bande de Bollinger supérieure. Ok, deuxième élément. Troisième élément, MM50, hop, 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 on coiffe, on coiffe. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On est en train de passer au-dessus, elle est en train de se stabiliser. La MM20 est en train de se retourner à la hausse. Ça nous montre clairement que on est en train, alors c'est pas tout à fait validé, etc., etc., mais en train de retourner cette tendance-là. Donc, je suis plutôt acheteur d'euro yen, dans la logique de ce qui se passe sur les indices. Voilà. C'est la même chose sur toutes les paires en yens, hein, globalement. Tu regardes l'AUD-JPY, là je suis sur l'AUD-JPY. Tu regardes le GBP-JPY est un peu plus faible parce que le GBP est plus faible. Donc si jamais tu veux vendre, à mon avis, il vaut peut-être mieux vendre le GBP yen que l'euro yen, parce que tu sais que de toute façon, je ne vais pas être vendeur d'euro yen, acheteur d'indices et acheteur d'eurodoll, ce serait complètement illogique. Donc vu que je suis plutôt acheteur d'eurodoll, je suis plutôt acheteur, on va dire, d'euro yen, enfin d'euros de manière générale, et vu que je suis plutôt, on va dire, acheteur d'indices à court terme, notamment en horaire, je suis plutôt vendeur de yen. Je ne sais pas si je suis clair, Benjamin. Tu me diras si c'est clair. Voilà, et si c'est clair, ce sera le mot de la fin. Mais surtout le mot de la fin, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction. Il ne faut pas voir ce que l'on veut, mais ce que l'on voit. D'accord? Voilà. Après, rien n'est sûr. On essaye simplement après d'essayer de faire des probabilités. Voilà. Donc sur l'eurodoll, je suis passé à l'achat, stop en dessous des plus bas. Je suis passé à l'achat vers 1,0, 1,0908, 1,0910. Ce qui me permet de privilégier la tendance en cours. Voilà, faut faire attention dans ces mouvements-là, c'est très difficile parce que d'un côté on a envie de vendre les indices mais ils baissent pas. Les acheter, je pense que c'est le bon sens et en même temps le timing n'est pas présent, donc faut prendre un petit peu de recul pour le moment. Ok? Voilà messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Merci Grégory, merci Benjamin et Lucas pour vos questions. Merci à vous autres un peu plus silencieux. Euh, on n'est pas dans une période évidente pour personne, d'accord? Surtout lorsqu'on est connecté au marché toute la journée, c'est très difficile de prendre du recul et je vous le dis en connaissance de cause. Euh, voilà, donc faut savoir être peut-être un petit peu plus en retrait quand le marché ne nous donne pas à manger. Et par contre, il faut être présent quand il sortira du bois. Dac? Voilà, on se tient au courant. Je vous dis à plus. Ciao. Merci à toutes et en tout cas.